Par la suite, nous allons voir le point numéro C, enfin, pas numéro, mais enfin, le C, à savoir le petit résumé. Donc, l'épididyme va avoir un rôle de transport de réservoir associé à une fonction de survie dans la queue de l'épididyme. Il va permettre un certain nombre de remaniements membranaires permettant une maturation fonctionnelle du spermatozoïde avec une acquisition de fécondance et de la motilité, les gamètes étant stockés dans la queue ne la quittent qu'en cas d'éjaculation en passant par le canal déférent, le canal éjaculateur, le long duquel on a les glandes annexes, telles que la glande de Cooper, etc. Justement, parlons-en de ces fameuses glandes. Deuxième point, les glandes annexes. Elles sont, ce sont les vésicules séminales, la prostate, la glande de Cooper, la glande bulbo-urétrale, la glande urétrale, le gland de Tyson préputiale qui produisent des phéromones qui vont avoir pour rôle de faire le liquide séminal dans lequel vont évoluer les spermatozoïdes. Cependant, on aura toutes ces glandes chez toutes les espèces. On a cependant certaines qui sont plus retrouvées que d'autres, comme la prostate. Chez le chien, c'est la seule en fait. Celle-ci est souvent constituée de plusieurs lobes. Petit a, le plasma séminal. Les sécrétions de ces glandes vont faire le plasma séminal qui va dépendre des androgènes. Le plasma pourra être en plusieurs fractions suivant le nombre de glandes qu'il y a chez chaque espèce. Les rôles principaux des substrats énergétiques: dilution des spermatozoïdes, certaines sécrétions des glandes annexes peuvent polymériser à l'entrée du vagin, témoigne le fait qu'un accouplement a eu lieu. De plus, il est à supposer qu'elles permettent de faire un bouchon copulatoire à voir et ainsi permettre interdire la concurrence de d'autres géniteurs. La physiologie sexuelle mâle, anatomie du pénis. On a au début de la base du pénis, puis le corps et enfin le gland du pénis.
En observant une coupe transversale, on peut voir que le pénis est composé de bandes de tissu érectile et on trouve ainsi deux bandes de tissus érectiles dorsaux qui forment le corps caverneux et un ventral qui forme le corps spongieux. Ce dernier entoure l'urètre qui va passer en son centre. Tout le pénis va être entouré d'une tunique albuginée. Les deux corps caverneux sont séparés par un septum très profond, très perforé, pour permettre une communication. Ces corps érectiles sont faits de tissus musculaires lisses recouverts d'endothélium entourant des lacs vasculaires qui sont dits espaces sinusoïdes autour desquels on trouve des fibres élastiques conférant une souplesse à ces structures. Chez les carnivores, on trouve une structure osseuse entre les corps caverneux qui est l'os pénien. Donc on peut éventuellement supposer que cet os pénien, donc c'est une réflexion de ma part, permet non pas une érection, mais contrebalance l'absence de celle-ci. À vérifier. La partie terminale des corps caverneux forme le cru caverneux. Et on trouve aussi le bulbe caverneux. La base du pénis est entourée d'un système musculaire, soit les muscles bulbo-caverneux, bulbo-spongieux, ischio-caverneux. Pour rappel, l'ischio-jambier, c'est le muscle derrière la cuisse, sous le fessier, rétracteur du pénis, mais pas chez les primates, et très visible chez le bélier, et va être contracté lorsque le pénis est au repos pour que celui-ci soit enfermé dans la peau superficielle. Il va se relâcher lors de l'érection. Au niveau vasculaire, on trouve l'artère pénienne donnant l'artère centrocaverneuse, donnant elle-même plein de petits artères qui rempliront les espaces sinusoïdes de sang artériel au moment de l'érection, dite artère hélicine. Un système veineux superficiel, un réseau veineux profond et un autre système. Et voilà. L'érection va surtout dépendre d'un contrôle nerveux qui va impliquer le SNA. D'une part, le sympathique
le système nerveux sympathique, contraction des cellules musculaires lisses en utilisant l'adrénaline et la noradrénaline, et d'autre part le parasympathique, relaxation des fibres lisses avec l'acétylcholine et le monoxyde d'azote. Tout cela est contrôlé par les stéroïdes sexuels, dont la testostérone fait partie, je vous rappelle. B. Érection. Elle se manifeste par une augmentation du volume de la verge suite à une stimulation sexuelle qui peut être de deux types. Stimulation d'origine du système nerveux central, image érotique, par exemple, érection psychogène, ou alors stimulation périphérique, zone érogène, érection réflexe. Ce processus comprend 5 phases caractérisées par l'évolution du volume de la verge correspondant à la pression s'exerçant à l'intérieur des corps caverneux, phase de repos, flaccidité, associée à une pression intracaverneuse faible étant le reflet d'un flux sanguin artériel faible, peu de sang artériel qui arrive dans les espaces sinusoïdes, avec bien sûr le tonus sympathique prédominant, le flux veineux repartant étant égal à l'arrivant. Phase de tumescence, augmentation du flux sanguin artériel, remplissage des espaces sinusoïdes qui se dilatent, alors plus de compression du système veineux. Cette étape dépend d'un tonus parasympathique. Phase d'érection complète, pression intracaverneuse élevée, plus un tonus parasympathique prédominant, relaxation des fibres lisses avec un apport sanguin qui se réduit tandis que le drainage veineux est lui très limité. Phase d'érection rigide, ceci mène à l'état d'équilibre vasculaire, apport artériel réduit, espace sinusoïde dilaté plus drainage veineux assez faible. À cette étape, on a des variations importantes dues à des contractions brèves des muscles intracaverneux. Phase de détumescence intervient après éjaculation ou interruption sexuelle. Le drainage veineux se remet alors en place grâce à la contraction des tissus érectiles. On revient alors à l'état de flexibilité. On observe alors que ce phénomène
est composé d'un système vasculaire, musculaire sous contrôle nerveux. Petit c, éjaculation, correspond à une série d'événements physiologiques aboutissant à l'éjection du sperme par le méa urétral. Elle est en deux phases. Émission, production du plasma séminal par les glandes annexes, plus contraction du tractus génital depuis la queue de l'épididyme jusqu'à la première partie de l'urètre, impliquant le canal déférent. Cette contraction des canaux va permettre de faire progresser les gamètes dans le tractus jusqu'à ce qu'elles rejoignent les sécrétions des glandes annexes pour qu'elles y soient diluées. Se passe alors la fermeture du col de la vessie, l'urètre étant en un canal commun urine-sperme. Cette fermeture permet l'unique évacuation du liquide séminal. Expulsion, contraction rythmique des cellules musculaires lisses entourant l'urètre, ainsi que tous les muscles striés de la région du périnée, notamment des muscles bulbo-caverneux spongieux, l'un ou l'autre, aboutissant à l'expulsion du sperme. Toutes ces contractions sont sous contrôle nerveux partant de la moelle épinière. Ce contrôle nerveux est celui qui va donner le signal initiateur autant à l'érection et l'éjaculation qui peuvent être tous deux provoqués par stimulation électrique au niveau de la moelle épinière. Pour S2 et S4 pour l'érection et L4 pour l'éjaculation. Donc en fait, S2 et S4, c'est pour, ainsi que L, c'est pour les vertèbres, car il existe les vertèbres lombaires et les vertèbres sacrées. Et les vertèbres lombaires, ça permet de dire précisément où est-ce que cela s'insère. C'était le petit point Paul d'âme. Je ramène ma science. L'érection est un phénomène vasculaire et musculaire sous contrôle nerveux. La reproduction saisonnée. La reproduction saisonnée. Donc cette dernière a pour but de faire naître les petits
au printemps et où les conditions sont plus favorables à la survie des jeunes, température, disponibilité en eau, alimentation, pour permettre cette naissance des petits au printemps. Les espèces vont devoir anticiper la venue de la saison propice à la reproduction, d'où les problèmes qui sont causés par les dérèglements climatiques. Il faut donc que les animaux soient capables de se repérer dans l'année pour savoir à quel moment ils doivent s'accoupler pour que les naissances aient bien lieu au bon moment. Ce qui va pouvoir être un repère pour les saisons sera souvent le changement du climat, la photopériode, donc la durée de lumière sur 24 heures, puisqu'il y a plus de nuits en hiver qu'en été. Les rythmes biologiques, généralité. Ces rythmes concernent aussi bien les végétaux que les animaux et relèvent des rythmes astronomiques. Ils constituent une adaptation aux variations de l'environnement pour permettre une compatibilité entre les conditions et leur organisme. Pour exprimer un rythme biologique, il faut donc une adaptation interne, changement du milieu intérieur qui va être le reflet des variations environnementales. D'un point de vue reproduction, les cerfs sont en phase de reproduction entre septembre et novembre, où on entend le brame pour permettre naissance des jeunes au printemps de même avec les bovins. Pour les espèces avec des durées de gestation plus courtes, l'accouplement a lieu en hiver pour avoir des enfants au début printemps. En fonction du moment où les espèces s'accouplent, on parle soit d'espèces de jours courts, brebis, gestation 53 jours, soit espèces de jours longs, à savoir gestation 330 jours, accouplement en été, mise bas en été suivant. Pour le bélier. Les brebis et les béliers connaissent en période de repos sexuel en mi-hiver à mi-été. Activité sexuelle suivant la saison, la cyclicité ovarienne est donc dans ce cas différent de chez l'humain.
Ils ont une cyclicité ovarienne pendant la période sexuelle, mais n'en ont pas pendant la période et la saison de repos sexuel. Chez le mâle, on a aussi une diminution du poids testiculaire en dehors de la période sexuelle. Les animaux sont capables de savoir à quel moment de l'année ils se trouvent en percevant la durée du jour et la durée de la nuit. Cette information jour-nuit implique la glande pinéale qui produit la mélatonine qui permet à l'organisme de se repérer dans l'environnement pour savoir quand est le jour ou la nuit. Peut être prise lors de décalage horaire sous forme de médicaments pour se recaler. Mais attention à ne pas en abuser tout de même. Cette hormone n'est pas sécrétée que la nuit. On dit que c'est une hormone donneuse de temps. Quand les nuits sont longues, beaucoup de mélatonine est produite et inversement. Et c'est ce qui va permettre à l'animal de savoir où il en est dans la saison et d'adapter sa fonction de reproduction on-off. C'est presque un interrupteur en somme. La quantité de mélatonine produite va dépendre de l'information lumineuse informant la glande pinéale quand est le jour ou la nuit. L'information est captée par la rétine pour être transmise à l'hypothalamus, passer par la moelle épinière et arriver à la glande pinéale. Chez les oiseaux, cette glande est juste sous les os du crâne et elle possède un ensemble de photorécepteurs qui va capter elle-même l'information lumineuse. On parle alors de troisième œil. Le comportement sexuel permet d'assurer la pérennité de l'espèce puisque conduit à la rencontre des gamètes. Ce dernier va être composé d'un ensemble de conduites comportementales qui va se faire de manière coordonnée avec les éléments physiologiques, ce qui va faire que chez de nombreuses espèces, la femelle ne va accepter l'accouplement qu'autour de l'ovulation, appelé œstrus. Il s'agit de l'état particulier contrôlé par les hormones. Chez les mâles, ce comportement va aussi dépendre des hormones testostérone. Chez beaucoup d'espèces, on va distinguer 3 phases. Attraction des partenaires va déterminer l'attractivité de chacun des partenaires.
Il y a alors émission de signaux plus échange d'informations sensorielles entre les partenaires, plus les modifications anatomiques, posture, émissions sonores. Parmi les échanges d'informations sensorielles, on retrouve les phéromones impliquant le système olfactif, molécules diffusées dans l'air provenant des régions proches de celles-ci, provenant des régions sexuelles, pour attirer leur production est très liée aux hormones sexuelles et ont souvent une structure proche de celle-ci. En particulier pour les mâles, on trouve des dérivés de testostérone. Elles peuvent aussi se trouver dans la bave. Les phéromones agissent sur un organe olfactif accessoire qui est l'organe voméronasal contenant les récepteurs sensibles aux phéromones. Phase précopulatoire, les partenaires vont exprimer leur motivation sexuelle par recherche active de contact. Chez la femelle, on dit phase de proceptivité, où elle exprime des préférences individuelles. Il va y avoir des comportements précopulatoires, phase consommatoire, au cours de laquelle la femelle exprime la posture copulatoire. Chez les rongeurs, c'est la position des lordoses, Donc lordose, c'est un type de coupe de la colonne vertébrale, à savoir que la colonne vertébrale n'est pas tout à fait droite. Elle a 2 syphoses chez l'être humain et 2 lordoses. Par la suite, nous pouvons dire que le comportement sexuel est induit par le contrôle hormonal, mais aussi par les modifications de l'environnement et l'apprentissage, interaction sociale. Par exemple, les boots chez la souris, une augmentation importante de la taille de groupe individuel induit un stress social provoquant des anomalies de cycle œstrien, je vous rappelle œstrus, et donc les femelles ayant une cyclicité régulière vont pouvoir accéder à la fonction de reproduction.
On a aussi l'effet Bruce chez les souris provoqué après la fécondation par un mâle, un arrêt de la gestation au profit d'un nouveau mâle. Les femelles auront une puberté plus précoce si elles évoluent en présence d'un mâle adulte. L'effet Witten, je ne sais pas, est une synchronisation du cycle sexuel. Par la suite, nous allons voir donc nous avons vu l'effet Witten, donc rongeur et humain, et d'une synchronisation du cycle sexuel. Si on met une brebis sans cycle sexuel avec un mâle sexuellement actif, les phéromones du mâle vont avoir un effet stimulateur déclenchant une reprise de cyclicité. Nous sommes en droit de nous poser la question si les cycles jour-nuit qui sont, je crois, des cycles circadiens, influencent la sexualité, est-ce que le fait de reproduire, le fait d'être en pleine nuit, donc dans le noir complet, durant un certain laps de temps, alors qu'on est en plein jour, pourrait faire bouleverser ce cycle ovulatoire ou menstruel ou enfin, est-ce que le fait de plonger un cobaye dans le noir en plein jour pourrait changer sa phase de reproduction? La question peut être posée, je pense. Donc maintenant, voyons la reproduction chez l'homme. L'infertilité masculine est un défaut de la spermatogénèse, souvent dû à des dérèglements endocriniens. Pour répondre à cette infertilité, il existe un certain nombre d'aides à la procréation, d'assistance à la procréation. Les assistances médicales à la procréation dites AMP, qui peuvent participer à une aide de la fertilité. Une problématique médicale peut se poser chez un homme prépubère, comme la survenue médicale d'un cancer, où on va alors pouvoir faire de la cryoconservation
du tissu testiculaire qui pourra ensuite être transplanté après rémission pour que l'individu puisse retrouver sa fertilité. On va alors garder les cellules sexuelles dans leur environnement naturel avec leurs cellules de soutien. Le problème est que le fait de réimplanter peut faire qu'on réimplante une source de tumeur dans l'organisme. Ces greffes sont faites expérimentalement avec les animaux, avec toutefois une question. Quand il y a un bébé, est-il dû aux cellules transplantées ou à celles restées chez l'animal? On peut aussi faire de la transplantation de cellules souches, souvent faites chez les animaux d'élevage. Une alternative à l'infertilité masculine est la production de spermatozoïdes in vitro. En 2015, une société lyonnaise a voulu le faire. Prélèvement de spermatogonie, développement en culture, apparition de spermatozoïdes, fécondation in vitro. Le problème principal étant la dernière phase de la spermatogénèse, étant la spermiogénèse, où on a une perte de communication entre la spermatogonie et les cellules germinales, bloquant la capacité à avoir un vrai spermatozoïde. Cette société a fait un bioréacteur permettant de bien conserver la structure telle qu'elle pourrait être au sein du tube séminifère. Cependant, a priori, cela n'a pas encore fonctionné car on n'a pas de nouvelles publications de la part de cette société. Les travaux sont donc toujours en cours. Bien, merci de votre écoute. Au revoir.